Bonjour à tous. Hier soir, tranquillement, avant de me coucher, je me dis, tiens, je vais consulter mes mails. Et là, je vois un message de ACX, la plateforme qui gère les audiobooks pour Apple, Amazon et Audible. Le message disait, votre audiobook est maintenant disponible. Merde, ça y est, c'est fait. Ces longues heures de travail ont enfin payé. Alors, je ne vous l'ai pas dit, sauf à mes contributeurs sur Patreon à qui j'avais fait écouter un extrait il y a déjà plusieurs semaines, mais j'ai profité de cette semaine de confinement pour produire mon audiobook. Tout le monde me demandait d'en faire un, même un ami très proche qui doit m'écouter et que je salue au passage, et à qui j'avais offert la version papier de mon livre. Mais bon, il ne l'a toujours pas lu. Il attendait l'audiobook, la feignasse. Blague à part, c'est quand même lui qui m'a encouragé à le faire. Sauf que je n'avais pas trop le temps. Je ne sais pas si vous réalisez le travail que ça demande de produire un livre audio de plus de 5 heures. Pour chaque heure d'audio, il faut compter une dizaine d'heures de travail. Il faut d'abord enregistrer dans des conditions acoustiques quasi parfaites, éditer l'audio brut sur Adobe Audition, couper les bruits de fond, les bruits de respiration excessifs, et surtout télécharger les plugins et faire des tests pour être sûr que l'audio correspond à tous les critères du protocole ACX. Et au moindre petit décibel de travers, la plateforme rejette l'intégralité du projet. Donc je me suis dit, bon, je ferai ça quand j'aurai le temps. Et là, t'as la pandémie de coronavirus qui débarque. Putain, comme quoi t'échappes pas à ton destin. C'est l'univers tout entier qui me disait, tu vas le faire, ton putain d'audiobook. Je me retrouve coincé chez moi, plus de réunions, la moitié des visites de chantier annulées, et plus grand chose à faire. Surtout que j'avais arrêté le porno et la branlette depuis un bon bout de temps. Donc là, je me pose sérieusement et je commence à bosser sur le livre. 50 heures de boulot. Je suis devenu ingénieur du son en une semaine. Faut dire que l'avantage d'être confiné tout seul, c'est que t'as pas le dragon pour te casser les couilles. T'as fait les courses, t'as sorti les gosses, mais pourquoi il pleure, lui? Pourquoi il pleure? Mais tu me fais chier, Georgette, ça fait 20 ans que tu me fais chier, Georgette. Bref, j'étais tout seul. Comme Beethoven, face à mon art. Je télécharge tout ça sur la plateforme et j'espère ne pas me faire retoquer par le quality check de ACX. Vous n'imaginez pas mon bonheur quand j'ai reçu ce mail hier soir. Mais ça, c'est pas le meilleur. La bonne nouvelle, c'est que le livre audio de plus de 5 heures avec la voix suave de votre serviteur est quasi gratuit. Et je vous entends dire, mais c'est quoi ce délire l'observateur? Il y a une embrouille, c'est pas possible. C'est où qu'on paye? Mais je vous assure, il n'y a pas d'embrouille. L'audio devait initialement coûter 17,91 €, prix fixé par ACX. Mais la stratégie marketing d'Amazon et d'Audible, au lieu de payer des millions de dollars en marketing, préfère offrir un mois gratuit aux nouveaux auditeurs pour leur faire découvrir la plateforme. Donc allez-y, c'est Bezos qui régale. De toute façon, depuis que sa greluche lui a tapé 50 milliards, il n'est pas à 18 dollars près, le Bezos. Je le vois entrer dans les bureaux d'Audible après son divorce. Mets-moi tout ce bordel gratos, je veux que les stocks se cassent la gueule. Je vais la niquer, je te dis, je vais la niquer. Bezos, 50 milliards. J'ai mal pour toi, mec. J'ai mal pour toi. Bref, sans plus tarder, je vous fais écouter quelques petits extraits du livre qui fait plus de 5 heures dans sa totalité et que vous pouvez télécharger dès à présent. Avant-propos. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Cette chute ne finira-t-elle donc jamais? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir, dit-elle à haute voix. Je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. Voyons, cela ferait une chute de 6 à 7 000 kilomètres, du moins, je le crois. Oui, cela doit être la distance exacte. Mais par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve. Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude, pas plus d'ailleurs que la longitude. Mais elle jugeait que c'était de très jolis mots, impressionnants à prononcer. La descente dans le terrier du lapin blanc, Going down the rabbit hole, est devenue une célèbre métaphore dans la culture anglo-saxonne. Elle symbolise l'exploration de l'inconnu, allant de la découverte de nouveaux mondes, réels ou imaginaires, à l'expérimentation de drogues inédites. L'étendue de son influence est telle qu'elle a inspiré un grand classique du cinéma, considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre, Matrix. Dans l'une des scènes les plus célèbres du film, Morpheus dit à son disciple Néo « Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Je le lis dans ton regard.
Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Morpheus propose alors à Neo, totalement déboussolé par les événements qu'il vient de vivre, de choisir entre deux pilules. Choisis la pilule bleue, et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, et tu restes au pays des merveilles, et on descend avec le lapin blanc, au fond du gouffre. L'analogie pilule rouge, pilule bleue est depuis devenue le symbole de toute une génération d'internautes. Elle permet de distinguer le savoir officiel, symbolisé par la pilule bleue, et qui désigne la presse, les médias de masse, la télévision, voire le système scolaire, du savoir alternatif, symbolisé par la pilule rouge, diffusée essentiellement sur Internet. La pilule bleue est celle qui nous fait voir le monde tel que l'on veut qu'il soit. Aller à l'école, passer son diplôme, trouver un boulot, prendre un crédit sur 25 ans pour la maison, payer ses impôts, rencontrer une fille, tomber amoureux, se marier, faire des enfants, prendre un autre crédit, consommer, cotiser pour la retraite, puis mourir, sagement. La pilule rouge, au contraire, désigne un ensemble de savoirs alternatifs essentiellement diffusés sur la toile, dont l'ambition est d'expliquer que le schéma généralement admis et validé par la société n'est pas une fatalité. Il est possible de vivre autrement, de prendre en compte la totalité des opportunités offertes. C'est un courant de libres penseurs, mais sans leader ni figure emblématique. C'est un agglomérat de savoirs auquel on accède via des blogs, des forums, des sites tels que Reddit et des vidéos YouTube. Les thèmes traités sont aussi divers que variés. On y parle d'économie, de politique, de philosophie. On y traite aussi des interactions sociales et des relations amoureuses. Les rapports hommes-femmes occupent à ce titre une part importante du savoir pilule rouge, au point qu'un documentaire réalisé par la réalisatrice américaine Cassie Jaye en porte le nom. The Red Pill est un documentaire fascinant, consacré au mouvement pour la défense des droits des hommes. Il a été diffusé en avant-première à New York le 7 octobre 2016. Pensant au départ rencontrer un groupe d'hommes misogynes et violents, Cassie Jaye a pris la pilule rouge en pleine face. Elle a rencontré à sa grande stupéfaction des hommes usés par la société et par leur travail, ruinés par leur ex-femme, certains risquant la prison pour ne pas avoir payé la pension alimentaire, d'autres se battant pour avoir la garde de leurs enfants dans un système judiciaire qui, contrairement aux idées reçues, favorise largement les femmes. Ce documentaire révèle des chiffres à faire froid dans le dos, aux antipodes du hashtag MeToo et de la bien-pensance. À tour de rôle, Cassie Jaye tend son micro aux principaux leaders des associations de défense des droits des hommes aux États-Unis, comme le très controversé Paul Elam, fondateur de Voice for Man, une voix pour les hommes, dont le site compare les féministes au Ku Klux Klan et les surnomme féminazis. Harry Crouch, président de la National Coalition for Men, Coalition nationale pour les hommes. Fred Hayward, fondateur de Men's Rights Inc., les droits des hommes. Et enfin, Dean Esmay, ex-directeur du magazine A Voice for Man, une voix pour les hommes. Les uns après les autres, ces hommes expliquent et décrivent les maux et les souffrances qu'ils endurent. Notons ainsi que ces derniers ont une espérance de vie inférieure à celle des femmes, que 93% des accidents du travail font des victimes masculines, que 4 suicides sur 5 sont commis par des hommes, que lors des conflits militaires, 99% des morts sont des hommes, car ce sont eux que l'on envoie à la guerre en large majorité, que les pères ont de grandes difficultés à défendre leurs droits devant les tribunaux. Plus de 80% des jugements rendus en droit de la famille aux États-Unis ont favorisé la mère, au détriment du père. Que la violence conjugale subie par les hommes représente près de 30% des cas, et est pourtant passée sous silence. Contrairement à la violence contre les femmes, qui monopolise l'intégralité du débat public. Enfin, que les sans-abri sont en écrasante majorité des hommes. Un ensemble de problématiques sociales de nos sociétés modernes qui ne sont ni reconnues ni prises en compte. Vous l'aurez compris, dans ce livre nous parlerons des rapports hommes-femmes, et nous allons démanteler les idées reçues, les clichés. Nous évoquerons la nature féminine et son évolution sous l'influence de dizaines d'années de féminisme qui ont culminé avec le hashtag MeToo. Nous aborderons aussi la condition masculine, la drague, la prostitution, la misère sexuelle des hommes d'aujourd'hui, et surtout la philosophie MGTOW, un acronyme qui signifie Men Going Their Own Way, les hommes qui prennent leur propre chemin. Suite logique et résultat direct de l'oppression subie par les hommes dans un système qui porte le féminisme violent ou nu. Ce livre est un projet ambitieux qui ne devra pas tomber dans les mains de n'importe qui. Tous ceux qui sont durement conditionnés seront choqués. Tous ceux qui n'adhèrent qu'aux théories de la masse bien pensante seront outrés. Tous ceux qui voient la vie en rose seront catastrophés et déprimés.
nous ferons fi des années de matraquage médiatique saupoudré de contes de fées Disney et de films hollywoodiens. Alors je préfère vous l'annoncer d'emblée. En le lisant, vous perdrez votre virginité. Comme dans la Matrice, pour le non-initié, la pilule rouge vous emmène au pays des merveilles, où l'on démantèle tout ce que vous avez cru savoir sur les femmes jusqu'à présent. Dans ce nouveau monde, le romantisme et la naïveté laissent place à l'analyse et au savoir rationnel. Voir les choses telles qu'elles sont, et non pas telles que l'on veut qu'elles soient, sera ma devise. Dans ce livre, que j'ai voulu autobiographique, je vous parlerai de tout ça et de bien plus encore, au travers de ma propre expérience. Les récits de ma vie à Paris, puis à Londres, s'entremêleront au savoir théorique accumulé au cours de toutes mes années passées à la recherche de la vérité. Amorçons donc notre descente dans le terrier du Lapin Blanc. Vous vous laisserez aisément emporter par la chute, mais en reviendrez-vous indemne. Chapitre 1. Au commencement. Je remontais tranquillement la rue Jeanne d'Arc en direction de la gare pour prendre mon train. J'avais quelques minutes d'avance. Cela faisait quelques mois déjà que je prenais tous les jours le train de 6h50 à Rouen, en direction de Paris-Saint-Lazare. Mon rythme de vie était chronométré comme du papier à musique, et j'avais depuis longtemps appris à mettre ce temps de trajet à profit pour me cultiver. J'étais ambitieux et je rêvais en grand. Je n'avais d'ailleurs pas hésité à quitter mon poste d'architecte dans un petit cabinet normand pour postuler dans une grande agence parisienne. J'avais alors provoqué la chance, et elle m'avait souri. Mon nouveau contrat en poche, je m'étais mis à la recherche d'un logement à Paris, mais la ville lumière était à la hauteur de sa réputation. Je déchantai rapidement, car si ma carrière était prometteuse et mon salaire suffisant, il me fut impossible de trouver un propriétaire capable de me louer un appartement correct. J'en ai visité des dizaines, du plus moderne au plus ancien, certains fraîchement rénovés, d'autres ressemblant à des taudis insalubres et repoussants. Lors de l'une de mes visites, l'agent immobilier me montra fièrement l'idée de génie qu'avait trouvée le propriétaire. Des toilettes à la turque, sur lesquelles se rabattait un caillebotis qui permettait de se tenir debout, afin de pouvoir s'y doucher. Une autre fois, je tombai sur un studio à l'arrangement improbable, avec cabine de douche dans la cuisine et toilette sur le palier. Et même pour ces taudis immondes, il fallait remplir des conditions surréalistes exigées par leurs propriétaires. L'un voulait 2 garants, l'autre exigeait 1 an de loyer payé d'avance. Le plus farfelu ne voulait louer qu'à des enfants de fonctionnaires, ce qui n'était hélas pas mon cas. Ces pratiques étaient bien sûr illégales, mais dans un marché parisien saturé par la demande en hausse exponentielle, les tickets d'entrée étaient chers et peu nombreux. Certains propriétaires l'avaient compris et en abusaient sans honte. Je m'étais donc convaincu que je pourrais continuer à habiter à Rouen et venir tous les jours travailler à Paris. Après tout, je ne serais pas le premier à faire ce trajet. Des milliers de passagers en provenance du Havre, de Rouen et un peu partout en Normandie font en effet ce trajet quotidiennement. Certains persévèrent pendant des années. Au bout de quelques mois, je commençais à reconnaître les visages des habitués du 6h50. Des sourires polis s'échangeaient, parfois même quelques mots, pour signifier qu'on était dans le même train, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Le Havre, Rouen, Paris était un axe très fréquenté. Parfois il m'arrivait même de ne pas trouver de place assise. Je m'asseyais alors à même le sol, dans l'espace souvent vide entre 2 wagons. Mais ce jour-là, j'avais trouvé une place, où je m'étais confortablement installé. J'avais pris l'habitude d'observer la tête des passagers pendant le court instant qui précédait chaque départ. Certains reprenaient leur sommeil là où ils l'avaient laissé pour éviter de rater ce train. D'autres tentaient désespérément de rattraper quelques minutes précieuses de repos, avant d'entamer leur longue journée. Quant à moi, je faisais partie de ceux qui lisaient. Mon sac était moins lourd que ces dernières semaines. J'avais enfin fini toute ma liste des Tolstoï. J'appréciais la littérature russe, mais il ne fallait pas être rebuté par le nombre de pages à ingurgiter. Ce matin-là, je me plongeais à nouveau dans la sonate à Kreutzer. Outre le fait que le livre était bien moins épais que la majorité de ceux que j'avais lus, il évoquait un sujet qui me fascinait depuis mon enfance. Les relations hommes-femmes. Les plus grandes thématiques qui m'intéressaient étaient abordées dans ce livre. La sonate à Kreutzer, publiée en Russie en 1889, prouve bien que les rapports hommes-femmes sont un mystère et un sujet de préoccupation depuis fort longtemps. Ces derniers ont au travers des âges et dans diverses cultures inspiré des romans et des études aussi diverses que variées. Certains traitent plus de la jalousie, d'autres d'adultère de femmes ou d'hommes, d'autres encore de relations sexuelles crues ou romancées, selon les choix de leurs auteurs. Autant de thèmes fascinants. Comme Posnichev, je ne comprenais pas la logique du mariage, et j'étais interpellé par le nombre croissant de divorces.
Les hommes et les femmes étaient-ils vraiment faits pour vivre toute leur vie avec un seul partenaire? Était-ce possible d'être heureux ainsi? J'étais loin d'en être convaincu. D'aussi loin que je me souvienne, le mariage de mes propres parents a toujours été une énigme. Ils étaient jeunes et très instruits, avec la vie devant eux. Et pourtant, avec 3 enfants en 3 ans, la vie fut difficile. Bien qu'heureuse, je ne retiens de mon enfance que les images de chaos d'un jeune couple débordé par les tâches du quotidien. Aujourd'hui, j'étais adulte et j'avais déjà eu mes propres expériences avec les femmes, mais de nombreuses questions persistaient. Même si mes relations avec la gente féminine avaient toujours été sans pression, je ne me voyais pas du tout marié conventionnellement, avec des enfants, un chien, une maison, attendant sagement que la vie passe. Tout au long de mon trajet, je découvris les péripéties de Posnichev, le héros de Tolstoï. Ce dernier était convaincu que l'amour n'était pas de ce monde. Tout au plus concédait-il l'existence d'une attirance physique bien éphémère, qui pouvait tromper les plus crédules. Selon lui, les relations entre un homme et une femme mariée pouvaient être d'une telle violence qu'elles pouvaient mener au meurtre de l'un par l'autre. Même si le roman évoquait une situation assez extrême, il traitait bien des relations tendues entre un homme et une femme mariée, avec les besoins sexuels débridés du héros, qui pendant longtemps s'est satisfait de relations tarifées avec des prostituées, puis s'est risqué à une relation apaisée avec une fille bien sous tout rapport. Il a ainsi profité des premières joies de l'amour, avant que le déclin, les morsures de la jalousie, l'adultère et la haine entre les protagonistes n'aboutissent au dénouement tragique de l'intrigue par le meurtre de l'épouse. Le roman ne laissait pas beaucoup de place à l'espoir que cette relation entre les mariés, tant prônée par la société bien pensante, soit épanouissante et empreinte de sérénité. Il me restait encore quelques pages avant d'achever mon livre, mais j'arrivais déjà à Paris. Cependant, mon trajet ne s'arrêtait pas là, et je comptais sur les 25 minutes de trajet en métro qui séparaient la gare Saint-Lazare de Paris-Bastille, où se trouvait l'agence d'architecture pour laquelle je travaillais, pour les terminer. Cela dit, il était évident que je devais trouver un autre livre pour mon trajet de retour. Si la lecture de la sonate à Kreutzer, qui a mis des mots sur ce que je pensais déjà au sujet des femmes et de la vie de couple d'une façon générale m'a bouleversé, si elle m'a ouvert les yeux sur l'ambiguïté et la complexité des rapports hommes-femmes que je pressentais, je n'avais toutefois pas prévu l'impact profond et irréversible de ma prochaine lecture sur ma vie. C'était là tout le dilemme causé par le paradigme de l'égalité homme-femme prôné par le féminisme. Les femmes ayant cru à cette théorie se sont émancipées. En véritables working girls, elles travaillent dans des domaines aussi variés que la finance, le droit ou l'informatique. Leurs carrières sont florissantes. Elles ont de hauts niveaux de responsabilité, comme les hommes, et n'ont rien à envier à ces derniers en termes de salaire. Elles sont indépendantes et peuvent s'offrir tout ce qu'elles veulent, matériellement parlant. Mais il leur manque une chose qui demeure inaccessible, malgré leur vie parfaite. Chez toutes celles que j'ai connues, en tout cas, j'ai constaté la même tristesse, la même insatisfaction, la même frustration. Elles évoquent toutes les années d'études longues et fastidieuses dont elles sont sorties victorieuses. Ensuite, le travail, dont elles sont fières. Elles apprécient leur liberté sexuelle, leurs soirées entre copines à faire la fête jusqu'à l'aube. Mais toutes, sans aucune exception, regrettent avec l'âge que la quête d'émancipation qu'elles ont suivie avec entrain les ait privées d'un rôle essentiel, celui de mère. De fait, les premières femmes qui ont eu accès au travail le faisaient pour la liberté financière que leur nouveau statut leur octroyait. Elles se sentaient réellement plus libres, parce qu'elles pouvaient s'offrir ce qu'elles voulaient avec leurs revenus, tout en étant comblées en tant que femmes et mères. Or, de nos jours, avec les évolutions féministes, les femmes ne bénéficient plus de cet équilibre discret, mais essentiel. Elles oublient leur statut de femme et de mère pour ne se concentrer que sur leur carrière professionnelle. Le travail des femmes qui était un choix est devenu, au fur et à mesure des années, une obligation. Sans le savoir, les femmes ont contribué à la baisse des salaires. En augmentant mécaniquement la masse des travailleurs, elles ont contribué malgré elles à l'appauvrissement du foyer. Ce travail devenu obligatoire les a amputées d'un élément qu'elles n'arrivent pas à décrire. Et lorsqu'elles ont compris, elles n'osent pas en parler, de peur de se faire crucifier par d'autres femmes vouées au culte féministe.
Enfin, je souhaitais vous remercier à tous, à vous tous, sur YouTube, sur Patreon, qui m'avez inspiré, conseillé. La magie d'Internet, c'est son interactivité, et parfois l'espace commentaire des vidéos est plus intéressant que les vidéos elles-mêmes. Ça m'a permis de confronter mes idées, de lire ce que les auditeurs pensaient, parfois de faire face à mes propres contradictions. Et sans ces échanges précieux, j'aurais probablement écrit un livre d'autiste, probablement plus extrême et moins abouti. Donc merci à tous. Je vous mets tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo et je vous souhaite une très bonne écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler, à commenter sur Amazon pour ceux qui l'ont déjà lu et pour ceux qui vont le lire ou l'écouter en fonction des cas, car c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.